Ouais, vous l'avez bien vu? Ouais. Ok. Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette première séance de la reprise du séminaire Actualité de la recherche médiévaliste de l'association Modernité médiévale. C'est notre deuxième année sur ce sujet après un séminaire consacré à l'humour médiévaliste. Et donc, on a le grand plaisir d'accueillir ce soir un très beau panel de membres de Modernité médiévale, euh, avec nul autre que notre secrétaire et webmaster en chef, Justine Breton, qu'on ne présente plus, mais tout de même, selon la formule consacrée, d'autant qu'elle est désormais maîtresse de conférence à l'Université de Lorraine, hein, donc un nouveau poste en littérature comparée et médiévalisme. Ton laboratoire s'appelle le LEMA, c'est ça? Le Sama, Le SAMA. Alors, dis-moi l'acronyme. science de l'Antiquité et du Moyen Âge. Sciences de l'Antiquité et du Moyen Âge, tout à fait. Justine est spécialiste de la légende arthurienne dans ses modalités audiovisuelles en particulier. Elle a écrit sur Camelot, elle a aussi écrit sur Game of Thrones, elle a beaucoup écrit récemment sur The Witcher. Voilà, là on la retrouve sur Robin des Bois aux côtés de William Blanc, donc notre historien du médiévalisme dans la culture populaire, qui a déjà écrit et publié donc chez Libertalia, le même éditeur que pour ce Robin des Bois, des ouvrages consacrés à Arthur et aussi aux super-héros et aussi aux usages politiques de la fantasy, Winter is Coming, hein, et il travaille aussi à l'édition des œuvres de William Morris. Et enfin, Jonathan Foucault est l'angliciste du groupe et de son côté, il est spécialiste de Chaucer, plus particulièrement. Et donc, il participe à l'édition enfin, à l'actualité scientifique autour de Chaucer, avec bientôt un colloque, hein, on pourrait nous en parler, et puis donc au travail mené en vue de la traduction et de l'édition des œuvres de Chaucer. Je vous laisse la parole pour présenter cet ouvrage commun sur Robin des Bois. On suit le programme Ah qu'on ouais, s'était vas-y, fixé. vas-y, vas-y, Bon. vas-y. Ouais, Alors ouais, du tout coup, à fait. à la base, moi, ce qui m'a poussé à vouloir travailler sur cet ouvrage-là en particulier, c'est tout bêtement, c'est que en 2016 et quelques, 2015, on m'avait donné l'opportunité d'éditer, de traduire les textes, justement, les ballades, les scénettes, etc., en lien avec Robin des Bois depuis le moyen anglais et l'anglais, on va dire, plus ou moins moderne, moyennement moderne. Euh, et en fait, j'avais pu faire ça donc chez UGA Édition à l'époque dans la collection Moyen Âge européenne, dans les Faits et gestes de Robin des Bois, qui était pour le coup la première édition et traduction de ces textes en français. Et depuis, j'avais ce besoin, cette envie en fait de creuser le sujet un peu plus, étant donné qu'en français, on avait quand même assez peu de choses de complet sur Robin. Et je pense que je cherchais juste les bonnes personnes avec qui le faire depuis tout ce temps. Il fallait trouver tes joyeux compagnons. C'est ça, c'est exactement ça. De mon côté, je suis arrivée à la légende de Robin des Bois par justement les légendes médiévales, par la légende arthurienne notamment, puisqu'on a en fait pas mal de croisements à la fois dans la popularité des œuvres, dans la façon dont elles se développent, dans la façon dont elles sont reçues aussi aujourd'hui. C'est par ce biais de la légende arthurienne que, en élargissant, je suis arrivée à troquer petit à petit l'épée pour l'arc et les flèches, et notamment par tout le travail que j'ai pu faire au sein de l'INSPE de l'Université de Reims jusqu'à récemment,
Navré pour ma voix, hein, le début d'année a été difficile. Donc la voix essaye de suivre, mais avec le travail mené en INSPE, j'ai beaucoup approfondi les questions de littérature jeunesse, notamment. Et c'est là qu'on se rend compte que dans les représentations médiévalistes pour enfants, que ce soit en littérature ou dans des productions audiovisuelles qui m'intéressent aussi beaucoup, Robin des Bois fait partie des figures extrêmement développées, plus en tout cas de façon beaucoup plus marquée que le roi Arthur notamment. Donc voilà, c'était par cet angle-là que je suis arrivée à Robin des Bois. Et je vais laisser William compléter sur son propre cheminement jusqu'à Sherwood. Merci beaucoup. Alors moi en fait c'est très simple, c'est que bon moi ça me de toute façon tout ce qui est généralement dès qu'on me propose un projet médiévaliste, moi ça m'intéresse donc bon voilà quoi, donc et en fait bah Justine et Jonathan vous en avez parlé vous en fait je crois que c'était en Suisse à un moment où vous étiez rencontrés, je sais plus en fait voilà et c'était un retour de ça, vous m'avez dit tiens ça pourrait être pas mal de faire un Robin des Bois et moi j'ai fait banco, surtout qu'en fait bah concrètement j'avais commencé à accumuler des notes sur le voilà donc et puis j'en avais un petit peu parlé dans mon bouquin sur le roi Arthur en fait hein, notamment par rapport au fait aux usages moi ça m'intéresse beaucoup hein, les usages politiques du médiévalisme et donc j'en avais un peu parlé notamment de la figure de Romain des Bois pendant la comment le macartisme en fait hein. Donc et donc bon voilà bon bah donc on s'est réparti le bouquin à peu près comme ça quoi en fait hein. Donc Jonathan, allez, enfin, enfin, on va, je vais pas déflorer le sujet, en fait, voilà. Donc, mais on s'est réparti pour le bouquin comme ça. Et puis, bon, bah, vu que je travaille habituellement chez Libertalia, et bon, vu qu'en plus, bah, la figure de Romain des Bois, c'est une figure sur la révolte, notamment, enfin, qui parle beaucoup de révolte. euh, et bah, concrètement, bah, ça me semblait le plus enfin, logique, hein, et vu que j'aime bien travailler avec eux, voilà. Donc voilà, donc on leur a proposé ça et eux, ils n'ont pas réfléchi, ils ont dit évidemment tout de suite banco. Même si c'est, voilà, encore une fois, on pourra en parler, ça reste quand même un projet, enfin, parce que le résultat final va être beau, mais c'est un projet quand même un peu fou dans la situation éditoriale actuelle, quoi, en fait, hein. Donc, ça, c'est clair qu'un livre comme ça, bon, voilà, quoi. Mais je suis très content de le faire, en fait, hein, de l'avoir fait, parce que c'est un sujet passionnant. Et comme Arthur, en fait, hein, c'est un sujet bah, qui est énorme, quoi, en fait, hein, qui est gigantesque. Je sais pas si Jonathan, tu veux peut-être prendre la suite pour montrer notre beau plan, Et si, ouais, le, ouais. po- le PowerPoint que Jonathan a fait. Voilà, donc Tac. Ouais, ouais. Admirer un peu l'esthétique et les pixels. Le talent. Euh, Ah ouais, vous avez vu ça. Donc, oui, comme William le disait, on s'est un peu réparti le boulot finalement tout bêtement. Alors, William, on était tous les deux en Suisse et Justine, on était à Autun. Je sais que, voilà. ah d'accord. Bon, ben, Proposer le j'ai truc, confondu. voilà. Voilà, d'accord. Voilà. Tous les Mais, chemins mènent à Nottingham. Voilà, c'est ça, exactement. voilà. Voilà, en Et, passant par la Suisse et la Bourgogne. en passant par là, voilà. Et du coup, voilà, on s'est proposé, on s'est réparti le travail assez. C'était assez simple finalement la division du travail dans le sens où il y avait toute une partie très littéraire, historique, euh, qui date du médiéval, qui nous donne du médiéval anglais. Et là, je me suis concentré dessus. Donc, je vais vous parler de ça 2, 3 minutes. Donc, vous pouvez le voir, on vous affiche le sommaire avec. Là, on vous cache les détails de la préface pour l'instant sur ce sommaire, mais euh, l'idée de base, en fait, ce qui était beau avec cette première partie sur laquelle j'ai bossé, c'est que Robin des Bois, comme tu le disais, Willem, c'est un sujet tellement énorme, mais dès le Moyen Âge, déjà, on se rend compte que dès ses premières apparitions à l'écrit, on a quelque chose qui est phénoménal. C'est, on a là, je vous montre donc, c'est une partie de notre magnifique carnet icono. William en parlera tout à l'heure. Et là, vous avez en fait un extrait de Pierre le Laboureur de Langland, et on est en 1377 à ce moment-là, et on a une première référence écrite que je vous ai soulignée euh, au milieu de l'avant-dernière ligne à Robin Hood. On a cette première mention, en gros, on a cette idée que les gens ne connaissent pas forcément leur pater noster, ils ne connaissent pas leur prière, ils ne connaissent pas forcément leur bénédicité. Par contre, ils disent connaître parfaitement les rimes
de héros populaires, et notamment, c'est Robin des Bois qui est cité. Donc, on est dès la fin, deuxième moitié du XIVe siècle, on a clairement une référence écrite à quelque chose qui est transmis oralement depuis super longtemps. On ne sait pas exactement depuis quand, mais il est déjà suffisamment ancré dans l'imaginaire collectif pour faire son apparition comme ça sans besoin c'est une référence universelle déjà. Il n'y a pas besoin d'en dire plus de leur côté. Et c'est un peu l'intérêt finalement de Robin, c'est ça, c'est que on est sur un héros issu d'une tradition orale qui va s'inscrire dans la littérature, euh, qui va réussir la transition vers l'écrit, mais surtout qui va accomplir quelque chose qui est assez intéressant d'un point de vue politique, c'est que là où d'habitude un personnage littéraire, purement littéraire, va se développer uniquement via la littérature, là, c'est les chroniqueurs des différents siècles, des différentes périodes qui vont prendre le relais et on va se retrouver avec une construction, un genre de millefeuille littéraire et historique. Et, euh, et c'est la rencontre parfaite, Robin des Bois, de juste l'imaginaire et de l'histoire proprement parlée. C'est que les chroniqueurs vont commencer à mettre leur nez dans ce texte-là, dans ce récit-là, justement en fonction des époques pour se le réapproprier en fonction du début d'écriture d'un roman national, que ce soit par rapport à l'Écosse ou l'Angleterre ou autre. Et on va voir que la précision historique, finalement, les origines de Robin vont s'affiner au fur et à mesure des versions des textes, mais aussi au fur et à mesure des écrits des chroniqueurs, donc au fur et à mesure des chroniques. Là, je vous ai mis un exemple aussi tiré de notre carnet, qui est l'histoire majeure de la Grande-Bretagne de John Major. Euh, donc, on est en 1521. Et là, Major situe à ce moment-là Robin à l'époque de Richard Cœur de Lion, donc on est à la fin du XIIe siècle, et il le décrit comme un hors-la-loi noble qui volait les pauvres, mais qui enrichissait les démunis, qui ne volait pas les pauvres, pardon, mais lapsus, mais qui enrichissait les démunis en prenant aux riches. Donc on a cette première présentation un peu iconique d'un noble voleur. Euh, Ça reste un yeoman, ça reste quelqu'un issu d'une classe assez paysanne, populaire, même si le yeoman, c'est pas non plus le cerf, hein, on est quand même sur quelque chose d'un peu plus huppé. Euh, mais Major va nous situer historiquement à un moment donné dans l'histoire de l'Angleterre et surtout, il va lui donner une certaine noblesse en tant que hors-la-loi. Donc, on commence à avoir cette idée du, de l'homme qui volait aux pauvres, qui volait aux riches. Décidément, j'y tiens, hein, il y a trop d'actualité sur le vol aux pauvres. Qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Et on a pas mal de choses comme ça. En fait, on va avoir, là, on est en 1521, mais dès 1420, si vous voulez, on a Andrew de Winton qui, dans la chronique originelle de l'Écosse, va aussi s'approprier d'une certaine manière l'héritage de Robin. Pardon. Et il va décrire donc Robin des Bois et Petit Jean comme des hors-la-loi actifs dans les forêts d'Inglewood et Barnesdale. Donc vraiment, on est plus au nord de l'Angleterre, on n'est pas loin de la frontière écossaise. Et lui, il situe leurs exploits autour de 1283. Euh, donc on a une différence temporelle déjà par rapport à Major un siècle plus tard. Euh, Pareil, le Scottish Chronicon, qui date d'environ 1440, va aussi nous présenter Robin comme un célèbre hors-la-loi qui aurait participé à la révolte des barons menée par Simon de Montfort au XIIIe siècle, en 1266. Et il aurait mené, soi-disant, une vie pieuse dans la forêt de Barnesdale après cette révolte. Donc on commence à avoir une précision un peu plus historique, détaillée du personnage. Finalement, est-ce que ce hors-la-loi-là aurait pas participé à une révolte en particulier? Est-ce qu'il aurait pas, il serait pas retombé dans l'anonymat? Finalement, qu'est-ce qui est de l'ordre de la fiction et de l'histoire avec un grand H? Eh ben, ça commence c'est assez fluctuant. On a plusieurs chroniqueurs comme ça et on se renvoie souvent la balle entre l'Angleterre et l'Écosse au fil des siècles.
pour savoir exactement qui a le droit à quoi. Et on va avoir aussi très vite, dans les siècles qui suivent, ça, on sort du Moyen Âge, clairement, une, une transition vers l'écrit, d'abord dans un premier temps, via des représentations théâtrales très intéressantes. Et la chute de Robert Comte de Huntington, et la chute et la mort de Robert, la pièce d'Anthony Munday, qui date du début du XVIIe siècle, va aussi participer vraiment à figer une certaine vision de Robin des Bois à une nouvelle époque. euh, et ça va grandement influencer les auteurs des siècles suivants. Et on va avoir une modernisation progressive de Robin qui va sortir, notamment dans la représentation. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai mis là. Si, là, on a des couvertures, là, des chapbooks qui sont. On est au début de l'ère vraiment de l'imprimerie. L'imprimerie, finalement, va contribuer à la diffusion de la légende de Robin des Bois de manière assez significative, puisque outre une geste de Robin des Bois, qui est le texte poétique le plus complet qu'on ait sur la légende, qui date potentiellement de la fin du Moyen Âge, qui a été grandement diffusée lors de l'avènement de l'imprimerie en Angleterre. On a ces chapbooks qui vont notamment au cours du 19e siècle, c'est l'équivalent d'un livre de poche, c'est quelque chose de très bon marché qui va aller avec le fait que l'alphabétisation va grandissant. Il y a de plus en plus de gens qui sont capables de lire ces histoires-là, qui vont s'identifier à ces personnages. Et on a des couvertures. Là, William nous avait trouvé deux, trois trucs très sympathiques pour le carnet. Et on voit des tenues par moments de Robin où le médiévalisme a fait son office et Robin n'est plus forcément vêtu comme un héros, un hors-la-loi médiéval, comme il l'est aujourd'hui un peu dans les films, voilà. Mais c'est plus shakespearien dans la tenue, c'est vraiment plus élisabétain. Donc l'influence de Monday reste vraiment très frappée, très marquante à ce moment-là encore. Euh, Pareil, au niveau de l'impression, on va avoir beaucoup derrière. On sort du concept de chronique historique et on va avoir des compilations de textes, de ces récits plus ou moins, des chapbooks qui vont être publiés. On a des éditions qui vont faire référence et qui vont se propager, notamment à partir du 19e siècle. Là, je vous ai mis Joseph Ritson, euh, Robin Hood, A Collection of the Ancient Poems, Songs and Ballads, etc., donc en 1820. Et l'œuvre de Ritson va être fondamentale. Elle va vraiment nous vendre le personnage d'une nouvelle manière et ça va être repris derrière par d'autres éditeurs qui vont à chaque fois faire un travail d'antiquaire, comme on pouvait le dire à l'époque, à savoir essayer de trouver des textes supplémentaires, de commenter, de traduire, de voir exactement quelle version inclure dans des éditions complètes, semi-complètes d'œuvres de Robin des Bois. Et ça va aller jusqu'à l'édition des éditions qui vont être en plusieurs volumes à chaque fois, qui vont être assez monumentales. Euh, et je reviens sur voilà. Euh, et à l'époque moderne, voilà, ça va beaucoup marquer au début du 19e siècle, notamment, euh, les romanciers. On a eu l'ère romantique va aussi évidemment reprendre Robin des Bois. Euh, dans le bouquin, on vous parle aussi notamment de l'influence de John Keats sur une certaine vision de Robin. Donc, encore une fois, on va avoir la politique qui va se mêler à la littérature avec qu'est-ce que Robin des Bois finalement représenterait aujourd'hui au 19e siècle en Angleterre, vu l'industrialisation croissante du pays, vu la disparition des forêts, etc. On va avoir toutes ces problématiques et Robin revient systématiquement sur le devant de la scène à chaque fois qu'on a une situation sociale, économique qui évolue dans le mauvais sens au fil des siècles, notamment au 19e siècle. Robin revient. À chaque fois, c'est un peu un leitmotiv. C'est une espèce de barrière
pour une certaine population. On l'invoque en espérant que peut-être, que ferait Robin des Bois aujourd'hui? Que dirait Robin des Bois? Est-ce qu'il pourrait faire quelque chose pour nous? Euh, et voilà, on va avoir malheureusement l'écriture du roman national qui déjà se percevait dans les chroniques historiques dont j'ai parlé, donc au 15e, 16e siècle, qui va prendre son ampleur au 19e, et on va avoir des auteurs assez réacs qui vont s'emparer de la figure de Robin et qui vont nous poser une question voilà, de race, entre guillemets, d'ethnie en Angleterre. Et Ivanhoe va jouer là-dessus beaucoup, de Walter Scott, etc. On a beaucoup de théories au 19e siècle un peu détestables sur les origines de la race anglaise, etc., qui remontent à l'invasion normande. Et Robin, encore une fois, se retrouve mêlé à tout ça d'une certaine manière, parce que c'est une représentation d'une vision idéalisée de l'Angleterre. Et c'est, c'est un peu ce qui rend ce personnage si fascinant, c'est que quoi qu'on fasse, il revient à la charge d'une manière ou d'une autre, quel que soit le contexte. Et l'histoire, la politique, l'état de la société dans laquelle les auteurs vivent et écrivent influencent systématiquement la représentation qu'on a de Robin et ses actions. Donc, voilà. C'est un résumé assez grossier, condensé de la première partie du livre, hein, mais je pense que mes compagnons se feront un plaisir, hein, de compléter, notamment là, pour la deuxième partie. Bon, je cède la parole à mon estimable camarade. Eh bien, merci, merci, mon cher frère Tuck. Alors, il y a un truc en fait, alors que euh, moi, quand j'ai attaqué, donc moi, j'ai vraiment voulu attaquer vraiment enfin, je me suis occupé vraiment de la partie en fait, euh, de Robin, en gros, hein, pour simplifier, à partir du 19e, mais surtout aux États-Unis, en fait, parce qu'il y a le 19e en Angleterre qui est dans la partie de Jonathan, parce que notamment il y a Walter Scott et tout. Euh, et dans cette partie-là, et en fait, euh, Jonathan l'a aussi fait dans sa partie, en fait, hein. Donc là, il a beaucoup parlé des textes littéraires, en fait, hein, ou des chroniques, mais on a fait quelque chose, bon, qui pour moi me semble naturel, en fait, hein. C'est qu'on a voulu multiplier les sources, hein, et les types de sources, hein. C'est-à-dire, là, c'est vraiment l'historien un peu chiant qui parle, en fait, hein, mais il y a des sources qui sont produites par la haute société, par la société, en fait, hein, qui sait écrire, hein, qui écrit. Et puis, on a des sources, en fait, hein, qui permettent, notamment au Moyen Âge, de dévoiler certaines pratiques, en fait, hein, des couches populaires. Et donc, là, Jonathan, dans sa partie, il parle notamment, parce qu'on a des sources notamment judiciaires qui parlent d'émeutes, hein, de gens qui se déguisent en bas des bois pour déclencher des émeutes. On a aussi, Jonathan en parle aussi, hein, des pratiques théâtrales, en fait, un théâtral populaire avec Robin des Bois, en fait, hein, donc, et avec aussi d'autres personnages de la légende de Robin des Bois. D'ailleurs, en fait, c'est marrant, c'est qu'en fait, ça, la partie Jonathan, il montre bien que, en fait, parfois, les textes littéraires, notamment le fait qu'il y a une espèce comment euh, d'adomblissement de Robin, c'est parfois ouvertement une réaction à des pratiques populaires par rapport à Robin, quoi. En fait, on veut quelque part dans la haute société se faire son propre Robin, hein, ou en tout cas proposer un Robin acceptable à la haute société. Et c'est pareil, ça continue au 19e siècle, parce que là, ça, on a dès le début du 19e, hein, des cas, notamment les Luddites, hein, donc les ouvriers qui se révoltent, qui détruisent des machines en Angleterre au début du 19e, parlent aussi de Robin des Bois, en fait, hein. Donc, évoquent Robin des Bois, voilà, quoi. Euh, donc voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est assez important. Et pareil, hein, les chartistes, au moment du mouvement chartiste dans les années 1830-1840, qui est un grand mouvement populaire en Angleterre, on évoque aussi la figure de Robin des Bois. Ce qui est intéressant, c'est que ça traverse aussi, ça traverse l'Atlantique. Et moi, la partie, je commence mon chapitre 4 avec notamment quelque chose, en fait, où on a des sources judiciaires qui disent que les pirates
qui sont arrêtés, qui sont envoyés en procès donc au début du XVIIIe siècle, évoquent eux-mêmes la figure de Robin des Bois, hein. Donc alors, des pirates en grande partie issus du monde britannique ou anglophone, mais quand même qu'en fait, hein, c'est pas rien qu'en fait, hein, donc, et qui sont jugés parfois aux États-Unis, hein, donc enfin aux États-Unis dans les 13 colonies américaines, en fait, à l'époque. Et c'est marrant, pendant la Révolution américaine, on évoque aussi Robin des Bois, et très rapidement aux États-Unis, on va évoquer Robin des Bois. euh, soit, alors ça, j'en parlerai juste après, mais c'est bien que tu le mettes, Jonathan, mais non, mais tu peux le mettre, en fait, hein. Euh, euh, ça explique d'ailleurs pourquoi, d'ailleurs, tu fais parfois, tu dis Robin vole aux pauvres, c'est qu'en fait, ben voilà, j'expliquerai ça après, quoi, en fait, hein. Mais donc, aux États-Unis, on commence à évoquer Romain des Bois très tôt, avec notamment des premiers romanciers comme Washington Irving qui parle de Romain des Bois plusieurs fois. Vous avez notamment Thoreau, en fait, hein, donc le grand penseur, donc transcendentaliste, hein, qui parle de Romain des Bois aussi. Donc voilà, donc c'est quelque chose euh, qui devient assez courant dans la culture américaine. Justine, dans sa partie, rappelle que bah, Mark Twain aussi, dans Tom Sawyer, parle de Romain des Bois. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'au même moment, donc Twain, il écrit dans les années 1870, au même moment, il se passe un truc, c'est que vous avez notamment un bandit très célèbre dans l'Ouest américain qui s'appelle Jesse James, qui est un ancien sudiste en fait, hein, qui sévit dans le Kansas et dans le Missouri, et il est comparé dans la presse pro-sudiste, hein, qui existe après la guerre de sécession, à un nouveau roman des bois. Et là, en fait, on a un truc qui était déjà en germe en Angleterre, où en fait, on a l'idée que bah, concrètement, vous avez on associe à la figure de Romain des Bois des bandits qui sont censés résister, hein, alors qui sont censés, parce que Jesse James, c'était pas du tout un, voilà, c'était pas un idéaliste du tout en fait, hein, donc c'était certainement un membre, il était proche du clan, enfin voilà, donc c'était pas quelqu'un de très sympathique en fait, hein, donc, mais on a, il y a autour de lui cette image de l'homme issu d'un monde rural qui résiste à l'invasion du Nord en fait industriel en fait, hein. Et donc on le compare à Romain des Bois, et ce qui fait que vraiment c'est quelque chose qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui, hein. Donc on a vraiment cette image, voilà, donc du bandit, hein, du bandit rural en fait, hein, qui est associé à Romain des Bois. On va la retrouver à d'autres figures en fait, hein, notamment à des figures plutôt Chicanos en fait, hein, comme Joaquin Murrieta. Enfin voilà, donc c'est un aspect qui est très intéressant. Mais un autre aspect, moi, qui m'a beaucoup fasciné, et qui, je pense, est un aspect qui est central, parce que, à mon avis, Robin, aujourd'hui, connaît un regain de popularité. En tout cas, dans les discours, en fait, politiques, pour moi, c'est assez net. C'est que la figure de Robin des Bois est très invoquée aux États-Unis fin 19e siècle. Et vous la retrouvez là, notamment dans des caricatures, en fait, hein, comme celle de Puck en 1890. Voilà, donc, et c'est intéressant parce que dans cette caricature-là, on voit, c'est le Robin des Bois à l'envers, en fait, hein. Donc, et ça, c'est un motif qui est très intéressant parce que on dit, en gros, les caricaturistes disent, en gros, bah, tel type de personnage se fait passer pour un Robin des Bois, alors qu'en fait, il fait exactement l'inverse de ce qu'il dit. Il prend aux pauvres pour donner aux riches, hein. Et là, vous avez notamment l'administration républicaine de l'époque, hein, qui est critiquée comme étant des Romains des Bois à l'envers et qui donne notamment aux grands patrons de Wall Street, hein, qui à l'époque d'ailleurs sont appelés les robber barons, qui ont aussi une référence médiévaliste. Et c'est intéressant parce que ça, alors, ce motif-là, il est très courant dans les années fin 19e, début 20e siècle. Et à fur et à mesure qu'en fait les différences, hein, vous savez qu'en fait, voilà, fin 19e, début 20e siècle, aux États-Unis et d'ailleurs partout dans des pays industrialisés, il y a une énorme inégalité de richesse. Ça se résorbe très nettement à partir des années 1820, 1830 et encore plus après la Seconde Guerre mondiale avec voilà, les effets du keynésianisme et tout. Donc voilà, donc ça, je ne vais pas rentrer dans un cours d'histoire économique. Mais en fait, ce qui est assez marrant, c'est que depuis les années 70-80, avec voilà, les effets des politiques voilà, donc, néolibérales, la Reagan à la Thatcher, cette figure de Robin des Bois à l'envers revient très nettement. Et là, en fait, notamment depuis 2008, hein, depuis la,
voilà, depuis comment voilà, là, merci, merci, là où il y a une caricature de 2015, en fait, hein, voilà, où vous avez justement un gouverneur républicain qui est taxé de Robin des Bois à l'envers, en fait, hein, donc, voilà, donc, il y a marqué avec un une espèce de grosse bourse, hein, de gros sac marqué Tax Cuts for Corporation, donc les impôts en moins pour les grandes entreprises, quoi. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Et là, au même moment, vous avez notamment, par exemple, pendant Occupy Wall Street, vous avez des gens qui vont s'habiller en Robin des Bois. Il y a même une campagne internationale qui est lancée, qui s'appelle, voilà, pour lancer une taxe, hein, qui s'appelle la Robin Hood Tax, donc la taxe Robin des Bois, en fait, hein, donc, voilà. Et c'est pareil, hein, je sais pas si tu l'as mis dans l'image d'après. Ce qui est assez marrant, c'est que voilà, on a aussi des exemples en France et tout, donc, avec notamment, voilà, un truc de François Ruffin. Et là, alors, tu vois, l'image suivante, là, c'est hyper intéressant parce que je suis tombé dessus par hasard. Et j'ai contacté, donc c'est pendant les manifs, hein, de 2023 contre la réforme des retraites, voilà. Et donc vous avez notamment une banderole Romain des Bois dans le Black Bloc, hein, dans les Black Blocs, en fait, hein. Et j'ai contacté, moi, les artistes qui ont fait ça, qui ont très gentiment, et le photographe, hein, qui ont très gentiment donné la photo pour le bouquin, quoi, en fait, hein. Et donc ça c'est intéressant, voilà. Alors je parle pas que de ça dans les trois chapitres, hein, parce qu'il y a plein d'autres aspects, voilà. Donc, je parle notamment de Robin des Bois au cinéma, qui est très important, notamment Robin des Bois dans la BD aussi, qui est très important, voilà. Donc là vous avez évidemment le film de Fairbanks, ça, qui est très très important, qui d'ailleurs, c'est vraiment ce film-là au passage, hein, qui permet de populariser la légende de Robin en France, hein, parce qu'avant, et là limite, moi j'ai fait des statistiques m'appuyant sur le site de Retro News, qui est le site, donc, des archives de la presse francophone. Robin, on n'en parle pas beaucoup avant, en fait, hein. Donc on en parle, vous avez des auteurs, hein, notamment Augustin Thierry qui en parle, hein, qui est un historien du début du 19e siècle, mais concrètement, c'est pas énorme. Après Fairbanks, hein, après le film de Fairbanks, quand le film de Fairbanks arrive en France, là, c'est l'explosion, quoi, en fait, hein. Donc, et encore plus quand vous avez le film de 1938, hein, avec Errol Flynn, hein. Donc vraiment, là, on est dans un quelque part un produit, d'importation en France, hein, et qui maintenant est repris en France largement et qui évidemment parle à tout le monde. Mais, fin 19e, vous parlez de Robin des Bois, dans la rue en France, il y a fort à parier qu'on ne sait pas trop qui c'est, quoi, en fait, hein. Donc, voilà, donc, il n'y a pas grand-chose qui est produit autour de lui, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est des exemples que j'ai voulu. Voilà, tout ça pour vous dire, en fait, euh, en gros, le chapitre 6 est concentré sur la France. On aurait pu parler d'autres pays, hein, parce qu'il y a d'autres pays qui produisent, en dehors des États-Unis et de l'Angleterre, hein, enfin, et de la Grande-Bretagne, qui produisent des œuvres robiniennes, en fait, ou sherwoodiennes. Voilà, donc, euh, euh, d'ailleurs, je préfère sherwoodienne parce que dans le mythe de Sherwood, il n'y a pas que Robin, il y a aussi d'autres personnages, notamment des femmes. Voilà, donc, ça permet de faire la transition avec la partie de Justine. Mais, concrètement, c'est intéressant de voir qu'en fait, il y a on aurait pu en parler dans d'autres pays, hein, en fait, hein, avec notamment l'Italie, l'Espagne, maintenant, je pense, en fait, hein, l'Inde. Il y a des films indiens sur Romain des Bois. Voilà, donc, mais pour des raisons de place, voilà, on a dû faire une sélection, on a préféré de parler de la France, et aussi, soyons honnêtes, hein, pour des raisons aussi linguistiques, parce que les films indiens, j'en ai trouvé sur YouTube, je les ai trouvés sur YouTube, certains films indiens sur Romain des Bois, mais ils étaient en langage en hindi, quoi, en fait, hein. Et là, par contre, j'ai essayé de trouver des versions DVD traduites en anglais, en fait, impossible. Donc voilà, je ne me risquerai pas à faire une analyse d'un film où je comprends pas les dialogues. Voilà. Donc, voilà. Mais ça ouvre aussi la perspective pour de futurs travaux, en fait, hein. Ça, c'est, voilà. Donc, et je laisse là-dessus la parole à ma camarade, Justine Breton. Merci. Et ne serait-ce que pour les cascades, allez jeter un œil aux versions indiennes de réécriture de Robin des Bois, parce que rien que pour ça, on n'a pas les mêmes lois de la gravité, hein, chez nous, visiblement. Donc c'est assez Pas fabuleux faux. quand on n'a pas les mêmes codes cinématographiques. Pour terminer un petit peu ce panorama, hein, d'une légende extrêmement riche, hein, vous l'avez vu, on a décidé de terminer par une troisième partie un peu plus transversale, un peu plus thématique, après cet aspect un peu à la fois chronologique et focalisé sur des aires géographiques bien délimités. Ça nous permettait de ça nous permettait de revenir sur trois aspects qui cristallisent un petit peu l'évolution de la légende au prisme du médiévalisme, avec notamment une partie des altérations majeures qu'on peut distinguer dans la légende à partir du 19e siècle,
au moment où ce médiévalisme prend vraiment se forme véritablement. Donc cette troisième partie a été divisée, là encore une fois, en 3 chapitres, hein. On reconnaît notre côté très cartésien, 3 parties, 3 chapitres à chaque fois. C'est très cadré tout ça. Mais vous allez voir que ça part un peu dans tous les sens aussi par moment parce que la légende elle-même a été réhabilitée et réutilisée de plein de façons différentes. Donc le chapitre 7 est consacré davantage aux réécritures et aux versions de la légende de Robin, les versions sherwoodiennes pour la jeunesse. Euh, c'est surtout donc à partir du 19e siècle que Robin va devenir un héros de réécriture pour enfants. Alors, on va avoir d'abord un certain nombre de versions romancées qu'on va destiner aux enfants, parfois dans des publications périodiques, parfois avec un simple ajout de sous-titres en disant que que le texte est pour enfants, mais pas d'adaptation particulière du texte, pas d'altération du lexique ou pas de simplification, par exemple, hein, comme on peut le retrouver parfois. Mais on va commencer de façon un peu brutale parfois à transmettre ce texte à un jeune public, donc dans des versions extrêmement longues également. Quand on parle de publications périodiques, hein, on a des publications qui s'étalent sur plusieurs mois, voire plusieurs années pour transmettre les différentes facettes de la légende. Puisque c'est l'avantage des aventures de Robin et de ses compagnons, c'est qu'on peut avoir justement une multitude d'aventures qui sont juxtaposées et qui vont permettre une lecture comme ça qui se prête bien à un public jeunesse. Petit à petit, ces réécritures vont être adaptées pour véritablement être destinées à un jeune public, et notamment un jeune public de garçons. Jonathan, tu pourras passer à la diapo suivante, s'il te plaît. William évoquait tout à l'heure le cas de Mark Twain, qui écrit lui aussi, en tout cas, fait des références à Robin des Bois dans ses textes. Et on voit, on a des descriptions hein, dans les textes, mais on a aussi des illustrations, en l'occurrence de True William, enfin de William True, des aventures de Tom Sawyer, où on voit les enfants qui jouent à Robin des Bois. C'est-à-dire que Robin des Bois est passé ici de figures littéraires ou de figures utilisées politiquement et socialement à figures mythiques et légendaires qu'on va jouer en tant qu'enfant. Et que c'est cet aspect-là qui, ensuite, à son tour, est repris dans la littérature, et notamment ici sous la plume de Mark Twain. Donc, c'est une légende qui se déconnecte, hein, comme très souvent, de ses textes d'origine pour pouvoir être appropriée à plein de cadres et à plein de publics différents, et en l'occurrence avec un public jeunesse, parce que on se rend compte que les histoires de Robin vont favoriser, enfin en tout cas on va les réécrire de façon à favoriser la camaraderie, l'esprit d'aventure, l'idée d'une proximité de la nature, hein. C'est aller vivre des aventures dans les bois entre copains, donc avec une dimension qu'on va beaucoup chercher à développer, notamment dans la seconde moitié du 19e siècle et notamment aux États-Unis. Ça va aller de pair avec le développement du scoutisme, hein, par exemple. Donc, voilà, il y a tout un imaginaire et des valeurs qui vont être transmises par l'intermédiaire du personnage de Robin et de tous ses compagnons. Donc, on se retrouve en fait avec une réorientation de la légende qui va prendre un rôle, j'ai envie de dire, paradoxalement pédagogique, puisqu'on est quand même sur une histoire de voleur, dont les premiers textes nous montrent que c'est loin d'être un saint, hein, d'ailleurs. Jonathan revient bien dessus dans la première partie du texte, mais par justement cette proximité de la nature et par la franche camaraderie des joyeux compagnons, on va se retrouver à avoir une légende qui incarne, enfin qui permet de transmettre des valeurs morales, des valeurs de justice, bien entendu aussi. Donc c'est aussi cette littérature de jeunesse qui va contribuer à fixer tout un imaginaire propre à la légende, notamment dans les personnages phares. On parle de Robin, bien entendu, hein, mais on va avoir les personnages de Petit Jean et de Frère Tuck, notamment, qui vont devenir un peu des incontournables. Will Scarlett aussi, ou Will l'Écarlate dans les traductions françaises. Donc, c'est des personnages qui vont devenir un petit peu centraux dans les réécritures. Ça se fiche vraiment dans ces productions jeunesse, de même que cette fameuse dimension esthétique. Euh, William l'évoquait avec le cinéma, ça va jouer le même rôle et on pourrait mentionner, et d'ailleurs on le mentionne beaucoup hein, dans l'ouvrage, mais le rôle de l'auteur et surtout illustrateur qui est états-unien, qui est Howard Pyle, qui en 1883 produit sa version
de la légende arthurienne qui va être extrêmement diffusée, avec une grosse influence des illustrations de William Morris notamment sur les encarts. Enfin voilà, on retrouve une esthétique qui va être très marquante dans la façon dont la légende est reçue et la légende se cristallise en fait petit à petit. Ce qui fait que voilà, ce détour par la jeunesse va marquer aussi un tournant intéressant dans l'évolution de la légende. Et c'est en fait assez tardivement, après toute cette évolution au 19e siècle, que la légende va être ciblée à un public jeunesse, j'ai envie de dire mixte cette fois, après un premier temps vraiment orienté pour un public de garçons. Petit à petit, on se rend compte que, ah oui, c'est vrai, il y a la moitié de la population qui n'est pas des garçons, donc peut-être que on peut s'adresser aussi à ce public. Et ça me permet d'enchaîner avec le chapitre suivant, qui a été une grosse évolution aussi dans la légende. C'est le cas des personnages féminins dans la légende de Robin des Bois, puisque bah, de fait, on a très peu de personnages féminins. Venant de la légende arthurienne, je pensais avoir déjà de l'expérience sur le sujet, et là, c'est encore plus restreint. Le premier personnage féminin de la légende, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas Marianne, la belle Marianne. Avant elle, c'est la Vierge Marie. Et en fait, le personnage de Marianne va découler de cet imaginaire associé à la Vierge Marie, que ce soit dans les couleurs qui lui sont associées ou dans le rôle à la fois de protectrice et de dame que Robin et ses compagnons doivent eux-mêmes défendre. Et ce personnage de Marianne, je reviens beaucoup dessus dans le chapitre 8 parce que c'est un personnage assez fascinant, ne serait-ce que parce que justement elle découle de la Vierge Marie, parce que c'est aussi la fusion de deux visions différentes au Moyen Âge, à la fois la Reine de Mai, qu'on va avoir dans les fêtes médiévales qui célèbrent le printemps, le renouveau de la nature, etc., tous les ans. Euh, oui, la Reine de Mai, avant d'être une salade, hein, c'est une jeune femme qu'on élit au moment des célébrations, etc. Je ne, je ne saurais pas dire comment on est passé à la salade. Il faudrait peut-être creuser la question dans un autre travail. Mais donc, le personnage de Marianne, ça va être une fusion de cette dimension ludique et festive du médiévalisme du Moyen Âge et du personnage de Marion qu'on retrouve dans la pièce d'Adam de la Halle, le jeu de Robin et Marion. Voilà, Marion, Marianne, ça va être le même personnage en fait. Ce n'est pas le même Robin, mais petit à petit, les deux Marion et Marianne vont se rencontrer. Et le personnage de Marianne va devenir régulier dans la légende de Robin à partir du XVIe siècle. Globalement, à partir du moment où on fait de Robin un lord. C'est Stephen Knight qui dit qu'à partir du moment où Robin devient un lord, il a besoin d'une dame pour être à ses côtés. Donc, on va systématiser aussi ce personnage mais qui est vraiment un petit peu à part dans la légende. Et ce n'est qu'à partir du 19e siècle où elle va vraiment rejoindre les joyeux compagnons et devenir presque un coéquipier de Robin. Donc je suis beaucoup revenue sur cet aspect-là, parce d'ailleurs, Jonathan, tu peux passer, s'il te plaît, à la diapo suivante où on voit, merci beaucoup, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle, on voit les auteurs et les premiers cinéastes qui mettent en avant ce comportement de Marianne qui est souvent jugé peu féminin, mais qui n'est pas critiqué pour ça, de façon très intéressante, hein, contrairement à d'autres personnages féminins de l'époque. Mais on va avoir une forme de valorisation du personnage pour cette ambivalence de genre qu'elle peut déjà avoir entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Euh, donc c'est un rôle qui va être vraiment se construire tout au long de cette période-là. Et tout au long du 20e siècle, Marianne va apparaître tantôt comme une demoiselle en détresse à sauver, sur un code assez typique de la fantaisie et du médiévalisme, et une héroïne indépendante qui va faire le pendant parfois de Robin, qui va elle-même inspirer tout un tas d'héroïnes ou tout un tas d'autres personnages. Si tu peux passer à la diapo suivante. On a des personnages féminins qui vont être développés petit à petit tout au long du XXe siècle pour qu'il n'y ait pas que Marianne, même si on se rend compte que pour beaucoup, ils passent vite à la trappe. C'est le cas de Miss Arrowhead, par exemple, qui apparaît dans les comics au début des années 60, qui est un espèce de pendant de Green Arrow, qui est lui-même une réécriture de Robin. Mais les comics montrent bien hein, qu'elle n'a pas l'étoffe d'une super-héroïne. Et en fait, il faut attendre le début des années 90 pour que le personnage soit de nouveau mis en avant.
Donc on a une évolution qui n'est pas linéaire, bien sûr, et une progression de la représentation des personnages féminins qui est assez variable, mais n'hésitez pas à consulter ce chapitre pour notamment en savoir plus sur le syndrome de la Schtroumpfette, qui est très très présent dans la légende de Robin des Bois et qui est un concept développé par Catapolite en 1991 et qui est fascinant dans le cas de cette légende. Juste pour terminer rapidement, il y a un dernier chapitre tout aussi transversal qui est consacré au thème du travestissement et du déguisement, qui est vraiment une thématique constante dans la légende, au même titre que la forêt ou que les enjeux économiques, euh, puisqu'on a des personnages qui se costument pour se protéger, pour faire des ruses, pour faire des frasques également. Mais ça va permettre tout un tas à la fois de liberté, de dissimulation et de dévoilement simultané. Il y a tout un jeu très régulier notamment à partir du XVIIIe siècle, sur ce que permet ou ce qu'implique le travestissement ou le déguisement, puisque les deux vont être impliqués. Alors c'est particulièrement le cas au théâtre, bien sûr, mais ça va aussi apparaître beaucoup dans les productions pour enfants, hein. Si on passe à la diapo suivante, c'est quelque chose qui revient très souvent avec ici Robin et Petit Jean dans le dessin animé de Disney en 73, qui se déguise en marchand de bonne aventure pour piéger le prince Jean et récupérer de l'argent, hein, de son carrosse. Mais on voit aussi que, en fait, à travers ces déguisements, la légende va très facilement jouer avec les codes du masculin, du féminin, même si on compte qu'un seul personnage féminin récurrent, ou peut-être à cause de ça, je ne sais pas. Ce qui fait que ça pose aussi la question de l'homosocialité, pardon, l'homosociabilité dans la légende, puisque qu'est-ce qu'on fait avec ce groupe d'hommes, uniquement d'hommes, qui vit tous ensemble dans les bois, avec un seul personnage féminin qui elle-même va très régulièrement se travestir en homme ou en page, donc en jeune homme, notamment pour pouvoir rejoindre Robin et vivre plus librement. Donc ça pose tout un tas de questions. Si on passe à la diapo suivante, on voit hein, qu'on a pas mal de cas où Marianne se déguise, se costume en Robin et devient un double d'ailleurs de ce personnage. On a un texte hein, dans la ballade de Robin des Bois et Belle Marianne au XVIIIe siècle, où non seulement elle se grime en homme, mais elle va combattre Robin, hein, ils ne se sont pas reconnus, et on voit que, elle est au moins l'égale de Robin dans leur affrontement. Donc c'est une réflexion qui n'est pas nouvelle sur à la fois les codes de genre et sur la question de l'homosocialité dans la légende. Ça se développe au moins à partir du XVIIIe siècle, mais c'est quelque chose qui est vraiment permanent dans la légende. Donc très rapidement, hein, pour conclure, dans l'ouvrage, on a cherché à revenir en détail, vous l'avez vu, sur la construction et l'évolution de la légende en la mettant dans la perspective de ces échos contemporains qui permettent de voir que bah, je pense que Robin est plus que jamais une figure d'actualité. Donc on a cherché à avoir cette approche à la fois diachronique et transmédiatique pour avoir l'approche la plus complète possible en s'appuyant sur nos spécialités et sur nos domaines de compétences qui, je pense, fonctionnent de façon assez complémentaire. Jonathan, tu pouvais ajouter un petit mot sur le tout début de notre ouvrage et la préface peut-être? Oui. Euh, on s'était dit très rapidement que ce serait intéressant d'avoir une préface pour un ouvrage aussi important. Alors, on a commencé à regarder du côté anglophone, mais ça a été un peu compliqué. Et finalement, on a eu l'immense bonheur et privilège d'avoir une préface d'un très très grand monsieur, d'un grand historien du nom de Michel Pastoureau, qui forcément, Justine qui lui fait des cœurs là, en vidéo, euh, à la lecture en fait, sa préface est à la fois touchante et immensément pertinente par rapport au sujet et par rapport à notre approche de l'ouvrage. Déjà, bon, un bouquin sur Robin des Bois, un bonhomme qui se promène en verre dans la forêt, pour Michel Pastoureau, c'était du pain béni. Euh, et donc, il nous parle de l'enverdissement, effectivement, il va nous parler de cela, mais il va surtout nous raconter son rapport personnel à Robin depuis l'enfance. Et en partant d'une anecdote de sa propre enfance, on va voir finalement un peu comme Justine l'explique dans la troisième partie, cette importance de Robin
dans la littérature jeunesse, dans la façon qu'on a de se le réapproprier. Dans le cas de Michel Pastoureau, c'était via finalement un peu entre enfants jouant à Robin des Bois et c'était censé être filmé. Voilà, c'était une représentation à leur façon de cette légende. Et alors, on lui doit vraiment beaucoup parce que c'était pas évident pour lui. On l'a contacté et il nous a écrit cette préface alors qu'il y avait de gros problèmes de santé, de gros problèmes de vue. Mais du coup, voilà, on le remercie infiniment pour ce privilège et cet honneur. Enfin, je sais que je parle pour moi, mais je suis sûr que je parle pour Justine et William aussi quand je dis que avoir notre bouquin avec une préface de Michel Pastoureau, c'était inattendu et c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup à Je tous termine les juste. trois. D'accord, Je termine c'est juste sur William un qui termine. Tac. tout petit truc au passage, parce que c'est un de mes dadas, le médiévalisme étant quand même quelque chose, et même l'histoire en fait, est aussi quelque chose de très visuel, mais je pense encore plus au médiévalisme. On a insisté et Libertalia a accepté pour qu'on ait un gros cahier icono, donc voilà, donc 62 iconos, 32 pages en couleur. Dans un livre de poche, quand même, c'est pas rien. Donc voilà, donc c'est voilà, donc c'est quelque chose. Voilà, je vais pas montrer parce que vous en avez vu quelques-unes en fait, hein, mais il y a voilà, donc on fait aussi beaucoup d'analyses d'iconographie en fait dans le livre parce que ça nous semblait extrêmement important. Voilà. Et je termine là-dessus. Merci beaucoup. Eh ben, merci encore. Et alors, il va faire combien de... Parce que à chaque fois, vous parliez d'un livre de cette importance, de cette... Et on avait l'impression qu'il y avait aussi un truc de taille complètement... C'est un gros Il fait livre. alors Il est gros, ouais. là dans le PDF là qu'on a, il va faire Oui, dans les 400, tout compris, il va faire dans les 430 à mon avis, 430 pages quoi. Donc D'accord. tout compris, Ouais. voilà ça quoi. Donc reste ouais, donc digeste. ça reste Un digeste, beau mais gros livre. c'est pas un petit livre quoi en fait, hein. Ouais, ouais, c'est voilà quoi. Donc on a essayé d'être à la fois exhaustif, mais sans pouvoir l'être complètement parce que bah C'est concrètement, ça. enfin c'est comme pour le mythe arthurien, on peut pas quoi en fait, hein. C'est juste ou alors on passe notre vie à C'est ça pas quoi. grave, on fera un tome 2, William. C'est pas faux. Alors, on a gardé quelques minutes. On peut éventuellement, on peut dépasser un peu, hein, mais on a en tout cas quelques minutes pour des questions. On a dans le public des spécialiste, soit de littérature de jeunesse, soit de Robin des Bois avec Aude Maigret qui est là, de Robin des Bois et d'Ivano et de Walter Scott. Euh, donc voilà, c'est vrai que je vois dans le chat, on a tous hâte d'avoir ce très beau travail entre les mains. Vous avez vraiment donné envie de le découvrir. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Sinon, on peut parler encore pendant 3 heures, il n'y a pas de souci, hein, on est bavard, hein, donc c'est. Alors, il y a Myriam qui agite la main. Oui, vous m'entendez? Oui. Heureusement que il Bah, se trouve que je t'avais en visuel, mais j'aurais pu ne pas te voir, hein. oui, Les autres oui, évitaient mais voilà. d'agiter la main. Fin de journée, j'étais chercher mes petites icônes, ben voilà. Bah, merci beaucoup, hein, c'était super passionnant. Ces questions bêtes, vous aurez compris, là, c'est effectivement fin de journée, j'ai la tête vide, mais j'aimerais bien en savoir plus sur le lien avec Robin et Marion. Justine. Oui, il fallait juste que je retrouve mon micro aussi. Effectivement, en fait, dans le texte d'Adam de la Halle, le Robin en question, c'est pas du tout le Robin de Robin des Bois. On est sur une histoire pastorale, hein, donc on est sur une histoire de berger, c'est une histoire d'amour. Mais Robin et Marion, ça va faire partie des pièces qui vont tourner, on va dire, ou qui vont devenir assez populaires au moment des fêtes printanières. Donc, ce qui fait que Ah, on va avoir une tendance à mettre en scène ce type de pièces, et notamment voilà, le jeu de Robin et Marion, en même temps qu'on va faire les célébrations de la Reine de Mai, etc. Donc, petit à petit, il va y avoir, alors pas partout et voilà, pas de façon uniforme, mais on va avoir une fusion des personnages. Et comme en parallèle, la légende de Robin
se développe, en fait, on va avoir tendance à évincer le Robin paysan ou berger de Adam de Dahl pour associer le Robin des bois, Robin Hood, à Marion, et sachant que Marion, Marianne, hein, c'est le même, on est sur le même prénom, hein, en plus, voilà, quand on prononce ça à l'anglaise, on est sur le même, exactement le même, la même prononciation du nom du personnage. Donc ça se fait en fait par concomitance parce que ce sont des célébrations qui ont lieu en même temps au moment du printemps, un peu par hasard en fait. Ok. Je me demandais si c'était aussi en lien avec la figure du chevalier ou pas. Ou voilà. Ouais. Mais merci. Voilà, pas directement, parce que c'est vrai que la figure du chevalier reste assez éloignée de la légende de la partie de Robin, mais voilà, ça fait Oui, partie mais des justement, célébrations. je pensais comme rapport entre classes sociales en quelque sorte, tu Mm. vois. Ouais, tout à fait. Mm. Oui, en fait, alors du coup, je reprends la parole, mais je la redonne à qui veut. Euh, Je viens de travailler avec mes étudiants sur Ivanhoé et de tomber justement sur des témoignages de nombreux médiévistes, dont Michel Pastoureau, sur l'importance que Ivanhoé avait eu. C'est exactement la Mm. même période en fait, hein, le film Ivanhoé des années 50 et les films Robin des Bois vont être très associés non, dans cette première réception médiévaliste, et donc une figure du chevalier et une figure du cheval du bandit vert qui sont quand même parallèles. Je sais C'est pas quels sont les. Il y a Justine ouais, qui mime avec ses mains. Pardon, je fais beaucoup en mime là depuis quelques jours. C'est voilà, deux figures qui sont un peu complémentaires en fait dans leurs aventures. Mais William ou Jonathan voulaient. ouais, mais c'est complémentaire mais opposé aussi. Parce qu'en Voilà. fait, là, c'est tout le truc, et Knight l'a dit aussi dans son bouquin, et je pense que c'est une théorie qui est totalement valable, c'est que en fait, quand Walter Scott sort Ivanhoe, dans Ivanhoe, Robin apparaît, mais c'est un personnage secondaire, et celui qui libère Richard Cœur de Lion, c'est Ivanhoe, donc c'est le chevalier. Et donc Walter Scott étant quelqu'un d'extrêmement conservateur, et ça, la Aude Mireille, bon, elle connaît Walter Scott mieux que moi en fait, hein, mais c'est là-dessus, en fait, voilà, il y a vraiment un aspect, voilà, très conservateur où on met en avant plutôt la figure du chevalier, et Robin, c'est une figure qui est en retrait. Et en fait, cette espèce de truc, c'est assez marrant parce que même par exemple dans le film de 22, que voilà, qui est hyper intéressant, on a d'abord le Robin chevalier qui après devient le Robin en fait un plutôt voilà, donc je veux pas refaire Banks, hein, le Robin espiègle, le bandit quoi. Et là c'est un autre type d'opposition, on a l'opposition entre le vieux monde, voilà, le Robin chevalier c'est le vieux monde, et il quitte le vieux monde, hein, pour devenir un véritable Américain, donc un type un peu voilà, un peu espiègle, un peu bandit, un peu baroudeur quoi, en fait, hein. Donc il y a tout un truc par rapport à ça qui se retrouve de manière assez régulière dans la légende, ou parfois, en effet, on va assimiler Romain à un chevalier, et ça, Jonathan l'a bien dit, mais c'est parce que, en fait, on veut absolument avoir une version présentable de la légende pour des gens de la haute société, ou aussi on va l'opposer aussi au chevalier parce que bah, justement on veut avoir une version plus, euh, plus, euh, euh, plus progressiste de la légende, voilà. Donc, et encore, hein, ça dépend parce que parfois même voilà. Ouais, ouais, ce jeu entre l'imagerie du chevalier et l'imagerie de Robin, voilà, c'est un jeu, c'est une tension qui existe de manière permanente, ou en tout cas qui est assez récurrente, et qu'on retrouve assez régulièrement. Et puis en plus, il y a l'opposition entre le chevalier qui a une épée et Romain qui a un arc, en fait. Ça, c'est quelque chose d'assez classique aussi, quoi. Donc, Oui, et en même temps, moi je pensais aux anecdotes d'enfance. Et hmm. par contre, ce sont deux héros qu'on joue. Oui, Ce sont deux panoplies. Et ce sont peut-être voilà, les deux options, garçons hein, essentiellement, d'appropriation d'un Moyen Âge vraiment par la culture enfantine, la culture matérielle, quoi. ouais. Et puis en plus, c'est Enfin, là où ça l'a c'est. été longtemps parce que ça a Ouais, un ouais, petit peu, mais c'est assez t'as en raison. retrait par rapport aux super-héros maintenant, mais Ouais, mais t'as raison. Bon, après, dans les super-héros, t'as aussi Green ouais, Arrow, qui est un bien sûr. héros robinesque, Mm. en fait, hein. Donc, et c'est pas le seul. Mais c'est. Et des Jonathan l'a chevaliers. dit, en fait. Oui, bien sûr. Et puis, Jonathan l'a dit, en fait, c'est
que l'intérêt de la préface de Michel Pastoureau, c'est que c'est à la fois en fait il y a une analyse dans la préface, mais c'est aussi un témoignage en fait de quelqu'un voilà qui quand même qui commence à avoir un certain âge et qui se remémore de ses jeux d'enfance des années 50 en fait. Donc, et en effet, il parle d'Ivan Wayne, il parle de Robin des Bois. Et ça, je trouve que c'est et puis il parle aussi au passage des films des Vikings en fait, de Fleischer, hein, vu qu'il ce qui était tourné pas très loin de chez lui quand il était gamin quoi. Donc il y a en effet tout un jeu extrêmement important sur l'enfance, en fait, hein, voilà, donc, dont Justine parle dans le chapitre 7. Ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je passe en revue, mais Alors, j'en profite pour saluer le travail de l'équipe graphique de Libertalia qui nous a fait cette magnifique couverture avec des très belles couleurs pour aller sous le sapin de Noël. Voilà, donc Couverture de Bruno Bartkowiak, voilà, qui est merci. le graphiste de Libertalia. Au passage, deux choses, vu qu'on parle de Libertalia, enfin, vu qu'on parle de Libertalia, bon, c'est une chose qui n'a rien à voir, c'est que Aude Méret me signale, et c'est vrai, j'ai oublié de le dire, en fait, hein, qu'elle aussi, et ça c'est quand même chouette, en fait, elle prépare un Robin des Bois. Voilà. Alors après, j'ai pas vu, elle m'a pas signalé l'éditeur, en fait, hein, mais c'est dans une perspective à moyen terme. Elle prépare aussi un Robin des Bois et elle travaille aussi notamment sur la connexion avec voilà, les emplois écologistes, hein, de Robin des Bois. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et on en Et c'est quelque parlera chose, bien sûr dans Modernité médiévale, donc voilà, voilà. suivez-nous. Et au passage, pour parler de Libertalia, juste une petite pub pour mon éditeur, un de mes éditeurs, mais mon éditeur principal. C'est jeudi ou vendredi sort un bouquin que je conseille, qui est un bouquin court, percutant, mais très sympa, qui s'appelle, alors je sais pas si je peux partager mon écran en fait, hein, qui s'appelle donc de Michel normalement tu Zancarini. peux. Normalement, je peux. Eh ben, je vais essayer. Donc, mais maintenant, faut que voilà, comment qu'on fait? Voilà. Donc, voilà. Normalement, c'est bon. Voilà. Donc, vous devriez voir C'est bon. voilà. Donc, cette couverture, donc, Sorcier et sorcière, histoire et mythe. Donc, Lettres jeunes féministes de Michel Zancarini-Fournel, qui est une collègue historienne, et qui écrit justement un bouquin, voilà, pour revenir un peu sur la mythologie, sur le mythe qui existe aujourd'hui autour des sorcières, notamment des usages politiques de ce mythe. Et un petit bouquin, en fait, hein, donc 150 pages, très percutant, mais qui est vraiment extraordinaire et que j'ai eu le plaisir d'y participer très modestement, voilà, donc très modestement à son édition. Et vraiment, je pense que c'est un livre qui est important en fait aujourd'hui, puisque bon, ça permet aussi de déconstruire une mythologie qui existe aujourd'hui par rapport à ces histoires de sorcières. Voilà. Donc, et notez Oui, bien ça le va être titre très Sorcier. utile pour ouais, Voilà. de nombreuses Voilà. étudiantes, étudiants, étudiantes qui s'intéressent, hein, Voilà. n'est-ce pas, les Voilà. médiévistes, aux personnages des sorcières et qui ont absorbé leur monache au lait sans guère de Voilà. recul critique. Et donc voilà, ça c'est un peu un ouvrage Tout à fait. qu'on attendait pour, J'allais pour pas nous prononcer ce permettre nom, mais d'avoir voilà. voilà, Et quelque voilà. chose à conseiller, à leur conseiller Voilà. plutôt que Voilà. de nous croire sur parole. Voilà, et notez bien le titre, Sorcière et sorcier. Voilà, donc j'insiste, voilà, et tout comme Michel insiste aussi là-dessus. Voilà, donc voilà, donc j'arrête le Bah, partage. merci Voilà. William pour ce et si elle veut venir le présenter, hein, voilà, Ah bah je lui tu peux transmets, ça lui sera avec plaisir proposer à mon avis. Voilà. l'invitation de modernité médiévale puisque ouais ça c'est vraiment un sujet qui nous intéresse directement. Le mois prochain, on se retrouve hein, exactement Justine, merci le 15. Tous les 15 du mois, mais alors après, moi, il faut que je trouve que faut que je réussisse à noter le bon jour. Vous retenez le 15 du mois? Et comme ça, c'est bon.
parce que j'ai dû envoyer un message, puis un deuxième message ce week-end. Donc ce sera un vendredi, le vendredi 15 novembre, et on écoutera Jouta Selami, qui était parmi nous ce soir, donc qui est maître de conf HDR à l'université La Manouba de Tunis, et qui nous parlera notamment donc de son ouvrage sur le mythe de Saladin. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup, William, vu que tu avais rédigé la notice Saladin du dictionnaire du Moyen Âge imaginaire. Alors, ça porte sur le début de notre période, hein, jusqu'au début du 19e siècle, mais ça, on va apprendre énormément de choses en écoutant Judas Selami le mois prochain. Donc, bah, bonne soirée à tous, et puis on se retrouve au plus tard, donc dans un mois. Merci Merci à toutes et à beaucoup. tous. Bonsoir. Merci, Et au on se revoir. remet, on soigne sa gorge. Anne, est-ce qu'on peut te conserver la visio 3 minutes avec les joyeux compagnons? Ouais, je suspends l'enregistrement là du coup, hein, Au ou je revoir, l'arrête merci. même carrément. Je l'arrête. Bonne Au revoir. soirée, merci. Au Au revoir, revoir. À bientôt. merci.